Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. En direct sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue dans le Mac de l'Imo en direct sur Radio Imo. On est ravis de vous retrouver comme chaque vendredi et c'est le moment d'accueillir notre invité. Je suis avec Grégoire Darico, bonjour. Bonjour Bérénice. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Toujours bien depuis tout à l'heure, parce qu'il y a eu une première partie sur l'actu. C'était très intéressante. Et alors notre invité aujourd'hui c'est Michel Fréchet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la Confédération Générale du Logement. Oui. Alors on va parler justement de cette confédération, on va parler aussi de votre parcours, on va parler de vos nombreux projets, de vos nombreuses ambitions. Alors vous avez été dans le logement social, administrateur de l'OPHLM de Nanterre justement. Donc ça, vous vous êtes très vite tourné vers le logement social. Comment ça s'est passé? J'y habitais, puis j'y habite toujours d'ailleurs. Moi j'y suis bien dans le logement social, donc il n'y a pas de raison que j'en parte tant qu'on ne me met pas à la porte. Donc j'y reste, il n'y a pas de raison qu'on me mette à la porte. Et puis après je me suis engagé, et en m'engageant j'ai tout simplement défendu mes propres intérêts de locataire, parce que je n'étais pas d'accord avec un certain nombre de choses. Et puis une association s'est créée, je l'ai présidée, et puis voilà, c'est parti en quelque sorte, et plusieurs années après, je me retrouve à la tête de la Confédération Générale du Logement. Qu'est-ce qui fait que vous vous y sentez bien? C'est les combats que vous menez, les thèmes que vous abordez, les personnes que vous défendez? Oui, puis ça correspond probablement à ma psychologie, quoi. Alors vous dites que vous avez commencé en voulant défendre vos propres droits, mais vous avez quand même un parcours au service des autres, que ce soit dans l'enseignement, en psychologie, psychologue, ensuite conseiller municipal. Vous pensiez quand même beaucoup aux autres avant de penser à vous. Oui. C'est une interaction entre les deux. Vous savez, quand on pense aux autres, ce psychologue, l'ancien psychologue qui parle, là, c'est aussi de soi-même que l'on parle, et c'est aussi soi-même que l'on satisfait quelque part. Ah d'accord. Donc il y a une interaction entre les deux. Alors vous dites, vous pensez aux autres? Oui, je pense que oui. Je me suis jamais vraiment posé la question, mais je pense que oui, on me l'a dit de temps en temps, donc c'est sûrement vrai. En tout cas, vous êtes humble. Alors, parlez-nous de la Confédération Générale du Logement. Donc, quand a été créée cette confédération? Alors, ça remonte à 1954. L'appel de l'abbé Pierre. Suite à cet appel, se crée en France un nombre important de comités de sans-logis, parce qu'à l'époque, la situation du logement en France n'était pas terrible. Et donc, ces comités de sans-logis ont éprouvé, au bout de quelques mois, le besoin de se regrouper. Ils ont créé l'Union nationale des comités de sans-logis. C'était leur premier congrès qui a eu lieu à la fin de 1954. Et ensuite, après quelques années, ils ont éprouvé le besoin de se transformer une nouvelle fois. Et là, ils se sont appelés Confédération Générale du Logement. On a coutume de dire que l'abbé Pierre est notre père fondateur. C'est lui qui a largement contribué par son action à ce que l'on se crée. Ceci dit, on n'est pas du tout une organisation confessionnelle. C'est pas parce qu'un prêtre surtout que l'abbé Pierre c'est un prêtre un peu particulier, c'est pas parce qu'il a contribué à ce qu'on se crée qu'on est une organisation catholique ou je ne sais quoi. Oui. Donc on est complètement vous êtes détaché de cette image, oui, bien sûr. Et il nous a suivis tout au cours de sa vie. Il était présent à notre 50e congrès. Enfin bon, voilà, quoi. C'est pourquoi on a l'habitude de l'appeler notre père fondateur. Alors après tout cela, on a suivi l'évolution de la société, on s'est transformé, on ne s'est plus occupé que des gens qui n'avaient pas de logement. On s'est étendu à ceux qui en avaient un, les locataires, et puis on s'est étendu aux copropriétaires, et puis aux accédants à la propriété. Enfin, on représente aujourd'hui, et on est censé défendre tout le spectre du logement, si vous voulez, y compris d'ailleurs ceux qui n'en ont pas. Donc c'est assez vaste au final. Oui, comme les autres. D'ailleurs, au niveau de l'État, nous faisons partie des 5 organisations nationales qui sont reconnues par le ministère du Logement comme représentative des locataires, et on est reconnu par le ministère de l'Économie et des Finances comme étant une association représentative des consommateurs.
Il y en a 16 qui ont ce label actuellement en France. Voilà, donc on est considéré à la fois comme une association de consommateurs, une association de locataires, enfin, etc. etc. Et hasard du calendrier, il se trouve qu'on est vendredi 2 février, et si ma mémoire est bonne, l'appel de l'abbé Pierre était un 1er février 1954. Je crois que votre mémoire est bonne. Et donc il y a 70 mais là, ans. comme vous me posez une colle, j'ai plus une date précise, mais je crois qu'elle est bonne. Voilà, c'était au mois de février en tout cas. Oui. Donc on fête les 70 ans, en tout cas de cet appel. Oui. Quel est votre regard sur l'évolution du logement et du rapport au logement depuis l'appel de l'abbé Pierre? C'est une vaste question, je pense qu'on pourrait y passer des heures. Oui, c'est une vaste question. Vous avez 10 minutes. Oui, alors, la France de 54, ça n'est pas la France d'aujourd'hui. Hein. C'est une société qui s'est complètement transformée. Et surtout, à notre niveau, nous constatons que les gens qui viennent chez nous ont de plus en plus tendance, pas tous, hein, mais une partie, tendance à se comporter en consommateurs et non pas en usagers qui défendent leurs droits, qui défendent des idées de solidarité, de choses comme ça. On est dans une société de consommation. Ça, oui, et ils nous disent, hein, j'ai payé une cotisation, et les plus virulents nous disent, vous me devez tant. D'accord. Voilà. Ouais. Donc les gens sont plus exigeants. Ah, ils sont exigeants aujourd'hui. Ouais. Ils sont de plus en plus. Les gens exigeants. Que vous défendez, en tout cas. Les gens, oui, enfin les gens qui viennent nous voir. De manière générale, qui vous défendez? Quels sont vos adhérents? Ce sont majoritairement des locataires, soit des locataires qui viennent nous voir tout seuls pour leur dossier. Alors, classiquement, les dossiers, c'est quoi? C'est la récupération du dépôt de garantie. Ça, c'est classique. Mauvais entretien du lieu d'habitation. Ça aussi, c'est très classique. C'est des problèmes relationnels avec les bailleurs qui ne répondent pas, qui répondent à côté, qui mettent des problèmes de communication. Oui, voilà, problème de communication. Et puis, nous cherchons à ce que les gens qui viennent nous voir en groupe. Alors justement, à ce sujet, vous avez publié les résultats de votre observatoire des plaintes. Donc c'est un observatoire que vous publiez chaque année, hein, il me semble. Oui. Et donc vous faites remonter vous publiez les plaintes au niveau national, hein, donc que vous centralisez, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes dans le territoire, hein, il y a un maillage territorial, et donc vous avez constaté que les mêmes plaintes reviennent depuis 10 ans. Donc ça n'a pas évolué en fait. Non, ça n'a pas évolué. Il y en a plus quand même? Constater si ce sont les mêmes en volume, il y en a plus ou... En volume, ça stagne. C'est entre 2500 et 3000. Mais ce sont des gens qui s'adressent directement à nous au niveau national. Oui. On ne centralise pas les plaintes de nos unions départementales. Mais du coup, si ça n'a pas augmenté, statistiquement, les plaintes ont baissé puisque la population a augmenté. On peut voir les choses comme ça. C'est qu'il y a moins de plaintes au global. Ou alors les problèmes sont récurrents et on n'a jamais trouvé de solution. Oui, vous n'avez pas tort, mais je peux pas dire parce que les problèmes de logement s'accroissent quand même dans notre pays. Ce qu'on constate aussi, c'est que les gens hésitent aujourd'hui à entrer en conflit avec leurs bailleurs. Ils ont peur. Hein. Pourtant, vous dites qu'ils sont plus exigeants quand même. Oui, c'est pas obligatoirement les mêmes. Hein. D'accord. Hein, ceux qui se taisent, qui ont peur qu'on les mette à la porte, c'est pas obligatoirement ceux qui nous disent j'ai payé tant, vous me devez tant. Hein. Il y a des différences sociologiques et je le vois puisque je tourne beaucoup entre les unions départementales. Et quand je suis dans le Hauts-de-Seine, qui est une sociologie particulière, je n'ai pas le même public que quand je suis en Seine-Saint-Denis, par exemple. Et j'ai l'impression de me trouver dans deux mondes différents. Et alors, quand vous dites que les plaintes ne sont pas les mêmes, donc pour comparer les Hauts-de-Seine à la Seine-Saint-Denis, est-ce qu'il y a des différences de logement entre les deux départements? Il y a une différence de logement, c'est pas ce qu'on appelle une différence de logement, mais si vous voulez, il y a plus de logements sociaux en Seine-Saint-Denis que dans les Hauts-de-Seine, par exemple. Et encore, dans les Hauts-de-Seine, le pourcentage de logements sociaux sur l'ensemble du département, ça doit être inférieur à 30%. En tout état de cause, en Seine-Saint-Denis, c'est nettement supérieur à 30%. Donc déjà là, il y a une différence. Mais dans les Hauts-de-Seine, c'est une statistique générale. Vous avez beaucoup de communes qui ne respectent pas la loi SRU, dont le Premier ministre a parlé récemment d'ailleurs. Et vous avez des communes qui ont 4 ou 5% de logements sociaux, alors que d'autres, dans ce même département, en ont plus de 50, voire même pour certaines, ça peut aller jusqu'à 80%. Donc voyez-vous, c'est une sorte de patchwork qui est très différent d'un territoire à un autre à l'intérieur du même département. En Seine-Saint-Denis, on a les mêmes différences, sauf que les communes où il y a peu de logements sociaux sont quand même minoritaires en Seine-Saint-Denis par rapport
rapport aux communes qui ont un nombre important de logements sociaux. Donc il y a ça. Mais les logements sociaux, il y a des normes. Qu'on construise à Nanterre, à Neuilly ou qu'on construise à Sevran, c'est les mêmes normes. Donc en termes de qualité de la construction, de surface du logement, ce sont les mêmes choses. Sauf qu'après, il y a des bailleurs qui entretiennent plus ou moins bien et des sites qui se détériorent alors qu'ils ne devraient pas se détériorer. Les problématiques locales ne sont pas les mêmes. Les problématiques locales ne sont pas les mêmes. Les populations non plus. Bon, puis il y a tous les problèmes des quartiers que l'on connaît et pour lesquels, je dois être clair, l'État n'a pas apporté beaucoup de réponses. Il a apporté des réponses, hein, on ne va pas dire qu'il n'a rien fait, mais les réponses, n'étaient pas à la hauteur des enjeux, quoi. Oui. L'État aurait dû s'investir plus, selon vous, en termes de moyens financiers et aussi peut-être humains? En termes de moyens financiers, il s'est complètement dégagé. Alors, on peut pas faire moins. Hein. Donc, moi, j'ai connu l'époque. Lorsque je suis arrivé à Nanterre, j'ai aussi demandé un logement social. En l'espace de quelques semaines, j'ai eu 2 propositions de logements sociaux. Aujourd'hui, à Paris, par exemple, la mairie de Paris dit, je crois que le délai d'attente pour avoir un logement social à Paris, c'est 10 ans. Ouais. Bon. C'est ça. Donc, vous voyez, c'est complètement différent. Vous me posiez une question tout à l'heure sur la France de 54. Là, c'est une sacrée différence. Oui. Et ça, c'est une réponse qui n'est plus apportée à certaines populations. Oui, parce qu'on manque de logements sociaux qui correspondent aux capacités financières des populations. Et le nombre de gens qui sont demandeurs de logement social et qui n'en obtiennent pas augmente année après année. Il faudrait que l'État s'investisse beaucoup plus là-dedans et au contraire, il se dégage du logement social. Le résultat, c'est que on a construit en 2023 moins de 100 000 logements sociaux. Je crois que ça tourne autour de 80 000. Enfin, c'est 82 000, je crois. 82 ou 86 000, c'est ça. Il en faudrait combien, selon vous ? C'est dramatique. Selon nous, il en faudrait au minimum 150 000 par an, voire beaucoup plus. Ne serait-ce que pour rattraper le retard que l'on a. Alors justement, Gabriel Attal, cette semaine, notre Premier ministre a déclaré devant l'Assemblée nationale que le logement allait être une priorité, les logements sociaux notamment. Qu'est-ce que vous avez pensé de son annonce avec des zones d'expérimentation, Ces 5 territoires qui vont être identifiés, justement, et puis le nombre de logements sociaux qui vont être construits vont être plus conséquents. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces annonces? Est-ce que pour vous, c'est... Alors, c'était un très beau discours, de très belles annonces. Il manquait une chose, les violons, tout aurait été parfait. Néanmoins, c'est un discours qui nous inquiète énormément. Les maires doivent construire au minimum 25% de logements sociaux dans leur commune. C'est la loi SRU. Et de logements sociaux, j'insiste là-dessus. Et si j'ai bien compris le Premier ministre, il nous dit que maintenant, parmi la liste des logements, il va intégrer des logements qui sont des logements intermédiaires. Donc ça veut dire que les maires qui ne veulent pas construire de logements sociaux, ils vont probablement se réfugier sur les logements intermédiaires. Ils ne construiront donc pas plus de logements sociaux, mais on ne pourra pas le leur reprocher puisque il y aura le quota. Non seulement ça nous inquiète, mais on trouve que c'est scandaleux, quoi. Après, parce que le nombre de la demande de logements intermédiaires a augmenté aussi. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Nous, on dit qu'il faut aussi satisfaire les populations intermédiaires. Parce que les classes moyennes souffrent beaucoup aussi. Et les classes moyennes, bien entendu. Gabriel Attal l'a rappelé dans son discours. Non, mais là-dessus, c'est au moins un point du discours avec lequel on pouvait être d'accord. Oui, les classes moyennes ont besoin aussi de se loger et d'avoir des logements qui correspondent à leur mode de vie, etc. Mais les couches populaires aussi ont besoin de se loger. Et donc, là, ce que propose le Premier ministre, c'est tout simplement quelque chose qu'il ne dit pas, c'est-à-dire il y aura moins de logements sociaux avec cette nouvelle loi. Donc vous avez peur qu'il aide plus une classe et qu'il en délaisse une autre, en fait, au final? J'ai presque envie de vous dire que c'est l'essence de sa politique. Mais ça, c'est ma position polémique. Mais c'est ce qu'on voit depuis des années. Et on le voit dans de nombreux domaines. En ce moment, les agriculteurs sont sur les routes. Aujourd'hui, les enseignants sont en grève. Enfin, dans ce pays, on va de crise en crise et le logement, c'est une véritable bombe qui va nous éclater à la figure dans les années qui viennent. Parce que le nombre de gens qui demandent un logement est en augmentation constante et il va arriver un moment, à notre avis, où tout ce monde-là va se dire qu'il y en a marre, on descend dans la rue, etc. etc. On va parler des propositions, justement, pour le logement de la Confédération Générale du Logement. Alors, quelles sont-elles? Quels sont les projets ambitieux que vous portez? Eh bien, écoutez, il y a une proposition, je vais dire que je mets en premier, c'est notre demande que l'État se réengage dans le financement du logement social notamment.
Notamment, mais aussi du logement intermédiaire, parce que l'État aussi, dans le passé, s'engageait dans le logement intermédiaire. L'État a complètement délaissé ces secteurs, il donne encore un peu d'argent pour un certain nombre de projets, mais il ne participe plus aujourd'hui au projet de financement de la construction des logements sociaux. Et on a vu le résultat, hein. En 2023, le niveau de construction de nouveaux logements est le plus mauvais depuis au moins une vingtaine d'années. Et comme je le disais récemment à un colloque où vous animiez un atelier, j'étais dedans. Donc les rencontres des ESH, de la Fédération des ESH. Et je rappelais quand même que la France, ça n'est pas l'Allemagne, ça n'est pas l'Angleterre, ça n'est pas l'Italie, on est la France avec notre culture, avec notre manière de faire, avec nos idéologies. Et donc, dans notre pays, l'État a toujours été interventionniste. Les grands projets français, c'était souvent l'État qui était derrière. Et donc, j'ai même cité l'exemple de Louis XIV qui avait créé un certain nombre de structures étatiques. Donc, si l'État se dégage, l'histoire du logement social le montre, inévitablement, le nombre de logements construits décroît, inévitablement. Quand il se réengage, de nouveau, ça remonte. Et là, on a un président qui est un pur libéral. Lui, il défend la loi du marché, enfin, etc. Bon, c'est une défense comme une autre. C'est pas complètement la nôtre, nous qui demandons un service public du logement. Donc, on est quand même à un certain nombre d'années-lumière de ces options. Mais enfin, bon, on respecte, c'est son truc. Simplement, ce que l'on pense, c'est que l'économie libérale ne peut pas tout régler, tout réguler dans une économie, et que le logement social, en quelque sorte, il faut accepter, quand on construit du logement social, de ne pas gagner de l'argent quand on construit des logements sociaux. On n'en perd pas. Les gestionnaires de logements sociaux savent faire il y a des obligations quand même de bonne tenue, de respect des budgets, etc. Oui, il y a tout ça. Donc, ils ne peuvent pas produire un budget en déficit. Mais ils ne gagnent pas non plus d'argent comme un promoteur qui construit des logements pour une certaine clientèle aisée. Là, ils gagnent de l'argent, mais on ne gagne pas de l'argent sur le logement social. Bien sûr, Donc, il faut l'accepter. Et il faut que l'État accepte aussi de mettre de l'argent au pot. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que quand on fait la liste de tout ce que rapporte le logement à l'État et qu'en face on met tout ce qui lui coûte, mais il y a une différence de, je crois, 40 milliards d'euros en faveur de l'État. Et j'inclus dans l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, les droits de mutation, et enfin tout ce que le logement rapporte à l'État. Et depuis que le président de la République actuelle est au pouvoir, il n'a cessé de pomper de l'argent sur le logement social. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit le résultat, quoi. Donc, notre première proposition, grande proposition, c'est que l'État reprenne la main dans ce domaine, et même une main assez lourde, parce que, je le répète, si on veut éviter une grave crise... Qui est en train de... Qui est déjà là. Qui est en train de fermenter, en quelque sorte. Il faut que l'État intervienne. Et donc, les autres propositions, quelles seraient-elles ? Les autres propositions, c'est qu'on revoit la législation sur les rapports locatifs, parce que depuis 10-12 ans, année après année, au travers des lois qui ont été votées, les droits des usagers et notamment des locataires ont été grignotés, et il se serait bien qu'on revienne à l'état de la législation sur les rapports locatifs qu'on avait il y a 15 ou 20 ans. Ce sont nos grosses propositions. Après, on souhaite aussi qu'il y ait des sanctions fortes qui soient données aux bailleurs qui ne respectent pas la législation, notamment au dépôt de garantie qui n'est pas rendu aux locataires, des choses comme ça. C'est exceptionnel, ça, ou c'est quelque chose d'assez fréquent ? Non, c'est a priori assez constant sur les 10 dernières années. En tout cas, c'est ce que disait votre observatoire. C'est fréquent. Et nous, dans notre observatoire des plaintes, soit c'est un thème qui arrive en tête, soit qui arrive en deuxième position, soit en troisième position, puis repasse en deuxième position après, mais c'est un thème récurrent. Ça veut dire que le sujet n'a toujours pas été réglé, finalement, en 10 ans. Non, parce que, là encore, il faut mettre de l'argent au pot. Et donc, à partir du moment où on ne met pas d'argent au pot, c'est pas réglé. On avait proposé, nous, là-dessus, que l'argent des dépôts de garantie alimente un fonds qui, justement, permettrait aux gens de récupérer leur Mais ce qui se passe dans notre pays, en Belgique, par exemple, la caution est bloquée sur un compte. Le propriétaire, le bailleur, n'y a pas accès. Et au moment de la restitution, il faut que le locataire et le bailleur donnent leur accord, donnent leur pièce d'identité, voilà. Et l'argent est restitué au locataire. C'est un système semblable que l'on propose pour la France, mais on n'a jamais réussi à le faire admettre aux gouvernements qui se sont succédés depuis une dizaine d'années, y compris au gouvernement de gauche. Michel Fréchet, l'émission se termine. On était ravis de vous recevoir. On vous réinvitera d'ailleurs prochainement pour parler plus en détail de ces propositions. Tout de suite, c'est Allo Radio Imo.